diffusion, je vous demanderai donc de quitter cette salle et de monter au rez-de-chaussée dans la salle Athènes où vous pourrez suivre la conférence en temps réel. D'accord ? Voilà, parce qu'autrement, c'est compliqué comme organisation. Merci.
Bonjour à toutes et à tous. Et donc bienvenue dans cette conférence qui, donc comme vous le voyez, va porter aujourd'hui sur les troubles du comportement alimentaire. Et juste une petite, comme on est en retard, je vais passer très vite, mais pour vous informer que la Semaine du cerveau, qui est donc un événement national que nous organisons, un comité d'organisation de neuroscientifiques, organise tout un tas de conférences, débats, causeries dans les bibliothèques universitaires, spectacles à Aix, etc. Ça sera du 5 au 21 mars. Je reviendrai donner une conférence donc en mars pour vous. Je pourrais vous présenter à ce moment-là, pour ceux qui seront là, l'ensemble du programme, mais vous pouvez déjà le trouver donc sur le site semaineducerveau.fr. Il vous suffit ensuite de cliquer sur Marseille. Voilà, juste un petit clin d'œil parce que certains d'entre vous m'ont déjà écouté parler de l'amour, du désir, du cerveau amoureux, et donc j'ai été contactée par une éditrice et j'ai écrit un livre illustré, pas moi qui ai fait les illustrations, et qui donc porte justement sur la science de l'amour et qui est en vente pour ceux que ça intéresse dans votre librairie préférée ou sur Internet. C'est à partir de 12 ans jusqu'à voilà, tout public. Alors, si on vient donc s'intéresser au comportement alimentaire, eh bien, la première chose que l'on peut dire, c'est que ça va être l'ensemble des conduites que va avoir un individu vis-à-vis de la consommation d'aliments. Alors bien sûr, c'est une fonction physiologique majeure, et cette fonction est d'assurer l'apport des substrats énergétiques nécessaires, les composés biochimiques et autres, qui vont être nécessaires à l'ensemble des cellules de l'organisme. Alors, il va y avoir 3 composantes dans cette prise alimentaire qui vont mettre en jeu donc le système cognitif, c'est-à-dire cognition, notre réflexion, notre analyse, nos prises de décision. Le système hédonique. L'hédonie, c'est le plaisir, donc là aussi avec un circuit cérébral particulier dont nous allons reparler. Et puis un système homéostasique. L'homéostasie, ça va être la capacité de notre organisme d'être en permanence donc à l'équilibre dans toutes ses fonctions biologiques. Alors si on vient faire un premier zoom sur le système homéostasique, eh bien, vous le savez, ça va être une balance énergétique. Cette balance va avoir un plateau qui va être les calories que nous ingérons et l'autre plateau, les calories que nous brûlons. Quand il y a un équilibre entre les deux, c'est-à-dire qu'on ingère autant de calories que ce que l'on dépense comme calories, eh bien le poids va être stable. Si maintenant il y a plus de calories brûlées que de calories ingérées, eh bien on va avoir une perte de poids, et à l'inverse, si un apport calorique supérieur aux dépenses caloriques s'effectue, alors il y aura ici une prise de poids. Alors, il y a des composés biochimiques majeurs qui régulent cette prise alimentaire. Il y en a pas mal quand même, mais les 2 principaux, ça va être ici ce que vous voyez avec mes petits interrupteurs, la leptine et la gréline. La leptine, ça va être une hormone anorexigène, c'est-à-dire qu'elle va couper l'appétit. Alors que la gréline est une hormone orexigène, donc c'est-à-dire que cette hormone va ouvrir l'appétit. Je vous ai mis juste ici un exemple d'autres types de neurones, parce que là on va se retrouver avec des neurones à leptine, des neurones à gréline. Et donc tout ceci se situe au niveau d'une zone dans le cerveau. Toute cette régulation homéostasique va pouvoir se faire
grâce à une zone très précise dans le cerveau que vous voyez ici colorée en bleu qui s'appelle l'hypothalamus. Cet hypothalamus est formé de plein de petits noyaux, de sous-structures, et le noyau arqué va être très important pour réguler la prise alimentaire. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand on a faim, quand l'appétit s'ouvre, ça va être dû à différents stimuli. Par exemple, lorsque l'estomac est vide, il va y avoir donc les contractions gastriques qui vont venir envoyer des messages au cerveau. Il va y avoir aussi un manque de nutriments au niveau sanguin. Tout ça va venir donc engendrer ce sentiment de faim, et on va être alors beaucoup plus réceptif aux odeurs, à tous les stimuli sensoriels. La vue, à ce moment-là, d'un plat va pas avoir le même effet sur nous que si on est repu après un bon repas. Et ça va nous ouvrir, donc, ça va nous amener un désir, une envie de manger. Je vous l'ai dit, ces deux hormones dont je viens de vous parler sont pour la leptine anorexigène, pour la gréline orexigène. Donc qu'est-ce qui va se passer au moment où s'ouvre l'appétit? La gréline va augmenter et la leptine va diminuer dans le sang. Lorsque l'on va venir être stimulé par ces odeurs, par cette vue du plat, par cette texture que déjà on imagine en bouche, d'autres types de neurotransmetteurs, de molécules chimiques qui viennent transmettre des messages au cerveau, vont venir être libérés. Il va s'agir de la dopamine, de l'adrénaline et du cortisol. C'est là aussi des neurotransmetteurs dont nous reparlerons plus tard. Et une fois que l'on effectue l'action qu'on mange, que l'on prend son repas, ces deux hormones vont à contrario. Donc la gréline va se mettre à diminuer, la leptine va se mettre à augmenter, et c'est ce qui va engendrer cette sensation de satiété. À la fin du repas, la leptine va rester haute, l'insuline aussi va augmenter. L'insuline, ça va être cette hormone qui va être capable de stocker l'énergie, en particulier de venir stocker le glucose, donc faire des réserves énergétiques. Et puis va augmenter une autre hormone qui est la sérotonine, dont peut-être vous avez déjà entendu parler, que souvent on nomme l'hormone de l'humeur. Et ça va être aussi un peu par rapport à cette sérotonine que l'on va se sentir apaisé, que l'on va se sentir repu, détendu, souvent c'est le cas quand on a fait un bon repas. Alors ça, c'est tout ce qui va être signaux physiologiques. Cette prise alimentaire, elle va avoir donc un certain nombre d'inputs, il va y avoir un certain nombre de facteurs qui va venir l'influencer, et en particulier donc des facteurs psychologiques, des facteurs sociaux et des facteurs environnementaux. Alors les facteurs socioculturels et familiaux, ils vont être assez communs par certains aspects dans une société donnée, et puis il va y avoir quand même un certain nombre de particularités familiales. Par exemple, le temps des repas, dans certaines familles il va être très cadencé, dans d'autres il va être plus variable. La façon dont on prend le repas, est-ce que tout le monde s'assied autour de la table, est-ce que chacun mange de son côté, l'un devant la télé, l'autre dans sa chambre en train de lire, etc. Et il va y avoir donc de cette façon une empreinte de ces facteurs socioculturels et familiaux sur ensuite les habitudes d'alimentation de la personne. Les facteurs psycho-affectifs. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais lorsque l'on est stressé, lorsqu'on a une humeur morose par exemple, on ne va pas avoir un même rapport à l'alimentation. Nos humeurs, nos émotions vont venir agir, et on va avoir par exemple en cas de stress, on va pouvoir avoir certaines personnes qui vont avoir l'appétit complètement coupé, qui d'ailleurs quand c'est un stress prolongé vont même perdre du poids, être
vraiment se détourner de la nourriture, et au contraire, d'autres vont venir compenser en mangeant de façon plus de façon plus importante, ou en grignotant plus, ou en se jetant plus sur ce qui est sucré, ce qui est salé. Et donc ces émotions, cette humeur, eh bien, va impacter là aussi la façon dont nous allons nous nourrir. Soit à court terme, soit d'un moment très particulier, soit de façon plus étendue dans le temps, voire chronique, selon l'état d'humeur dans lequel on se trouve. Il y a aussi un contrôle cognitif. Alors, qu'est-ce que c'est ce contrôle cognitif? Là, pour l'instant, j'ai parlé justement des envies, j'ai parlé des réactions face aux stimuli sensoriels, etc. On peut ensuite réguler tout ça grâce à notre cerveau réfléchi, c'est-à-dire, ok, là j'ai envie de me jeter sur le gâteau au chocolat, je sais qu'il en reste une part dans le frigo, franchement demain il sera plus aussi bon, je vais faire un effort, je vais me dévouer. Et qu'est-ce que va dire le système cognitif? Oui mais, bon, c'est pas terrible parce que j'ai déjà fait des excès la semaine dernière, oui mais je suis en train d'essayer de retrouver la ligne et il vaut mieux que je m'abstienne. Donc on va avoir aussi un comportement volontaire sur cette prise alimentaire. Et puis il y a la disponibilité et la composition des aliments. La disponibilité, on est en permanence avec une abondance de nourriture, soit sous les yeux, soit dans les placards, en tout cas pour une grande partie d'entre nous. Malheureusement, tout le monde ne peut pas dire ça, mais en tout cas, il nous suffit de tendre la main, de sortir le porte-monnaie, d'aller au supermarché pour avoir tout ce que l'on veut à disposition. Notre cerveau, nos circuits cérébraux, ils sont relativement ancestraux. Ce n'était pas le cas. À l'époque de l'homme préhistorique, il n'y avait pas qu'à tendre la main pour aller dans le frigo se chercher un morceau de fromage ou se manger un bon saucisson. Il y avait toute cette étape de chasse ou de cueillette ou de pêche qui était nécessaire avant de pouvoir subvenir donc à ces besoins énergétiques. Or, il y a tout un circuit, là, tout un certain nombre de structures qui, eh bien, dans le cerveau, que l'on vient partager avec tout un tas d'animaux qui, eux, chassent encore, qui, eux, ont encore besoin donc de faire un certain nombre d'efforts pour trouver leur pitance. Et ça va donc là aussi jouer le fait que cette disponibilité soit permanente. Et puis, là aussi, on n'est plus en présence uniquement d'aliments naturels. Il va y avoir un certain nombre d'aliments transformés dans nos placards, voire ultra transformés. Et vous savez que l'industrie agroalimentaire va rajouter des émulsifiants, des renforçateurs de saveur, etc., qui vont là aussi avoir des impacts particuliers de par leur appétence, de par leur texture, de par leur composition sur les signaux que va recevoir notre cerveau. Alors, cette régulation physiologique, je viens de vous donner quelques détails, est modulée par des facteurs psychologiques, sociaux et culturels. Et cette régulation physiologique, eh bien, elle va pouvoir quelquefois être perturbée par ces facteurs que je viens de décrire, qui sont individuels, qui vont dépendre de la personne, de l'environnement, de la santé de la personne, du contexte dans lequel se trouve cette personne. Donc, quelquefois, cette prise alimentaire peut être perturbée. Alors, si je reviens à mon petit schéma de tout à l'heure, donc le système hédonique, je vous disais, hédonie, c'est le plaisir, et ces comportements alimentaires, eh bien, ils vont être beaucoup
soumis à tout ce qui est motivation et plaisir ressenti. Alors, le plaisir et les circuits qui sous-tendent ce plaisir, ils sont majeurs. Ils sont majeurs parce que vous pourrez peut-être remarquer que nous avons un certain nombre de plaisirs communs. Ça va être, boire, manger, ça va être dormir, ça va être se reproduire. Et pourquoi c'est majeur ? C'est majeur parce que ça permet la survie de l'espèce. Si on ne mange pas, qu'on ne se nourrit pas correctement, au fur et à mesure, on décline et ça peut aller jusqu'au décès. S'il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de perpétuation de l'espèce. Donc c'est vraiment un système ancestral, comme je vous le disais, qui a une importance majeure dans et la survie de l'espèce et sa perpétuation. Et puis après, selon les personnes, il va y avoir des plaisirs qui vont être plus spécifiques. Certains vont avoir plaisir à lire, à écouter de la musique, à rencontrer des amis, à faire des randonnées, à jouer à différents jeux vidéo, voire à des jeux d'argent, être sur les réseaux sociaux. Et tout ça, là, c'est des choses dont on pourrait reparler parce que bien sûr, là aussi, on va avoir un impact sur les circuits cérébraux associés à ce plaisir. Et dans certains cas, ça peut venir être là aussi ce circuit dérégulé. Alors le plaisir, c'est la capacité à ressentir donc du plaisir à un instant donné, cette hédonie, face à un événement plaisant, un événement amusant. Et il va y avoir aussi quelque chose de très important, c'est la capacité à anticiper. C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous faites qui vont vous ressentir du plaisir, mais le fait de imaginer que peut-être ce soir vous allez au restaurant avec des amis et que c'est votre restaurant préféré où on mange une super bouillabaisse, vous allez toute la journée avoir cette motivation, ce désir anticipé. Enfin, vous allez anticiper déjà le plaisir que vous allez éprouver. Et donc, cette capacité à anticiper, cette motivation, ce désir, il est aussi très important. Et vous allez avoir la capacité à faire le lien entre cette motivation, ce désir et le plaisir ressenti. Et pourquoi je vous dis ici que c'est ce qui va mener à l'apprentissage ? Cet apprentissage par renforcement, il est toujours basé sur ce système. Quelque chose a été gratifiant, un comportement donné a engendré un plaisir, une récompense. Je m'en souviens, je suis motivé pour recommencer ce comportement parce que je sais qu'il va m'amener ce plaisir à nouveau, cette gratification. Et cette récompense, elle va être il va y avoir trois composantes. La motivation, donc, c'est l'incitation à rechercher des stimuli appétitifs, c'est ce qu'on appelle en anglais le wanting. La sensation de plaisir ressenti, donc l'impact hédonique qui est lié à cette action, c'est le liking, et puis l'effet de renforcement, le learning, donc l'apprentissage. Et ce système-là, le fait que nous puissions ressentir du plaisir suite à certains comportements, du plaisir ou des affects positifs, va être primordial pour un bon fonctionnement mental. Alors, je vous disais, l'apprentissage, c'est la capacité à faire le lien. Lorsque l'on a donc un comportement adapté et que que ça aboutit à des conséquences positives, il va y avoir un lien qui va être fait entre ce comportement et cette gratification, et c'est ça qui va entraîner le renforcement en question. Et c'est Edward Lee Thorndike qui a le premier décrit ce qu'il a appelé la loi de l'effet.
c'est-à-dire que le comportement va résulter de l'effet qu'il va procurer. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsque, justement, ces circuits sont activés? Je vous en ai parlé déjà à plusieurs reprises, mais je n'ai fait qu'utiliser le mot circuits cérébraux. Vous allez voir dans cette petite vidéo eh bien, comment tout ça est orchestré. Alors, je ne sais pas si ça devrait aller. Hop. Notre cerveau doit assurer de multiples tâches. Une analyse de stimuli de l'environnement, l'activité motrice ou sensorielle, la mémoire, l'apprentissage, la prise de décision, l'humeur, le plaisir, etc. Son fonctionnement repose sur un réseau de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres. Pour se parler, les neurones utilisent des messages électriques ou des messagers chimiques, des neurotransmetteurs qui se fixent sur des récepteurs. Dans le cerveau, il existe un système qui favorise les actions nécessaires à notre survie comme boire, manger, se reproduire. La réalisation de ces actions apporte des sensations plaisantes, d'où son nom, système de récompense. Ce circuit en boucle part du cortex, va dans le noyau accumbens, puis dans l'aire tegmentale ventrale et revient au cortex via le thalamus. Pour aller du noyau accumbens à l'aire tegmentale ventrale, il y a deux voies possibles. La première passe par des neurones portant les récepteurs à la dopamine de type D1, qui favorise la réalisation des actions. La seconde voie, qui au contraire freine les actions, porte les récepteurs D2 à la dopamine. La récompense est l'aboutissement de plusieurs phases. Au départ, il y a un stimulus, par exemple la photo d'un gâteau dans un magazine. Le stimulus est analysé, la mémoire est interrogée pour savoir s'il y a la désinformation. Y a-t-il des gâteaux dans le frigo? Si on accorde peu de valeur au stimulus, par exemple, ok je sais mais je n'ai pas faim, la voie D2 est activée et aucune action n'est entreprise. Si par contre la valeur du stimulus est élevée, cela me donne super faim. La voie D1 est activée et l'action commence. On se met en marche vers la cuisine. Plus on approche le frigo, plus l'excitation monte. Miam miam, je vais manger. Le système de récompense enclenche la libération de dopamine qui atteint son maximum quand on ouvre la porte du frigo et qu'on voit le gâteau. La dernière étape est la récompense proprement dit, je mange le gâteau. Ce scénario est mémorisé avec une connotation positive. Si on pense au frigo ou au gâteau, cela donnera envie de manger. C'est l'effet renforçant. Il est dû à la dopamine qui prédit les récompenses et renforce les actions conduisant à leur obtention. La prise de drogue comme le cannabis, l'alcool, la nicotine et bien d'autres provoque une libération de dopamine bien plus forte que celle d'une récompense naturelle. L'effet renforçant des drogues est donc très puissant. Si on répète la prise de drogue, le circuit D1 peut devenir hyperactif et pousser encore plus à chercher la drogue. Cette hyperactivité retentit sur la consommation qui devient compulsive, c'est-à-dire qu'on aura le plus grand mal à s'arrêter. C'est la perte de contrôle. Plus on consomme de produits, moins on en tire de récompenses. C'est l'accoutumance qui est un mode de défense du cerveau. Par contre, le désir peut être puissamment ancré dans la tête et l'absence du produit peut entraîner un mal-être appelé le manque, qui sera levé si on consomme. La recherche du produit devient alors envahissant. Au final, le produit peut kidnapper le système de récompense. La recherche et la consommation du produit monopolisera le cerveau, qui n'arrivera plus à assurer ses autres tâches. Le cerveau sera prisonnier, c'est l'addiction. Bien sûr, tout le monde ne devient pas addict après avoir consommé une drogue, mais aujourd'hui, on ne peut pas le savoir à l'avance. Alors, il y a beaucoup d'informations dans ce petit film, mais juste pour revenir rien que sur la dopamine, dont vous aviez déjà certainement entendu parler, et souvent on appelle la dopamine l'hormone du plaisir. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu Eh bien, depuis quelques années, on a découvert que ce n'est pas l'hormone du plaisir, c'est l'hormone du désir, de la motivation. Et le plaisir ressenti, lui, va plus être dû à la libération d'opioïdes. Donc, les opioïdes, vous en connaissez certainement une de ces molécules, c'est par exemple la bêta-endorphine. Vous savez que les endorphines, que souvent on associe aux hormones libérées lorsque l'on fait pas mal de sport et que ça nous procure donc du plaisir, voire une atténuation de la douleur physique. Eh bien, ces opioïdes sont libérés lorsque il y a donc cette récompense, ce plaisir ressenti, et la dopamine, on a revu un petit peu sa position, son action, et c'est plus donc l'hormone de la motivation.
Alors, je vous disais tout à l'heure que ces comportements peuvent être dérégulés pour différentes raisons, et c'est une classe de pathologies qui sont nommées les troubles du comportement alimentaire, les TCA. Et l'INSERM les définit ainsi, les définit comme l'ensemble de troubles caractérisés par des perturbations psychologiques et des désordres physiologiques de l'appétit et ou de la consommation alimentaire. C'est associé à un trouble de l'image du corps, on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure, et souvent ça émerge à l'adolescence. Alors quels sont-ils, ces TCA? Eh bien, on utilise deux référentiels pour tout ce qui est troubles mentaux. C'est le DSM, DSM-5 parce que c'est la 5e édition, le manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux, qui est d'origine américaine, mais traduit en plein de langues, puisqu'il est utilisé internationalement. Et puis la CIM 10 parce qu'on en est à la 10e édition, qui est la classification internationale des maladies. Alors, et sont référencés, donc que ça soit dans le DSM-5 ou dans la CIM 10, l'anorexie mentale, la boulimie, l'hyperphagie boulimique, et puis les troubles des conduites alimentaires non spécifiés. Ça, vous trouverez ça souvent dans les classifications des troubles mentaux, c'est-à-dire qu'il y a quelquefois des profils où ça ne répond pas complètement à tous les critères, mais ça se rapproche globalement du profil comportemental ou pathologique de cette maladie, et donc c'est ce qu'ils ont appelé ici les TCANS. On a pour la CIM anorexie mentale atypique, boulimie atypique, c'est-à-dire ils ont différencié les deux, mais on est toujours dans quelque chose qui est non spécifique. Et puis également les troubles compulsifs alimentaires. Alors ça pourrait être complètement l'objet d'une autre conférence, mais je dirais juste quelques mots sur la compulsion. En tout cas, dans la CIM, commence à apparaître ce que l'on pourrait associer à une addiction à l'alimentation. Alors, addiction à l'alimentation, c'est compliqué pour l'instant, et dans la littérature scientifique, c'est pas encore clairement défini, parce qu'il faut comprendre déjà que l'addiction, ça peut être addiction à la nourriture, ce qu'on mange réellement, ça peut être l'addiction à l'alimentation, c'est-à-dire à l'action, au comportement, et puis il y a aussi ces troubles du comportement alimentaire, dont on va parler juste après, qui sont bien spécifiés. Donc au départ, la première orientation des chercheurs a été un petit peu de se creuser la tête sur la nature chimique des aliments et voir comment spécifiquement il y avait activation du circuit de la récompense, donc ce circuit qui fonctionne à la dopamine, en particulier par les sucres et par les graisses, puisqu'on sait que c'est souvent ce qui est le plus appétant, ce qui attire le plus donc les personnes. La deuxième orientation, c'est plus axé sur le comportement, c'est-à-dire faire la distinction entre une dépendance à l'alimentation et les troubles du comportement alimentaire. C'est assez difficile. Donc en fait, la littérature actuellement, elle est plutôt dominée sur le concept de dépendance aux aliments, mais c'est en train un petit peu de bouger parce que, pour plusieurs raisons, et c'est pour cette, justement, ce qui permet de montrer un petit peu qu'on est encore dans l'incertitude par rapport à tout ça, et bien c'est que ce DSM dont je vous parlais juste avant, par exemple, il n'a pas encore reconnu d'addiction à l'alimentation. Il y a tout un chapitre qui classifie les différentes addictions. Les addictions à substance au départ, depuis quelque temps sont venues être insérées les addictions comportementales, addiction au jeu d'argent par exemple, qui est vraiment classée maintenant dans cette catégorie. Les addictions aux jeux vidéo, on n'y est pas encore, et les addictions à l'alimentation, encore moins.
Pour rappel, l'addiction, c'est quoi? C'est une affection cérébrale chronique qui est récidivante, qui est caractérisée par la recherche et l'usage compulsif de drogue, donc, et malgré la connaissance des conséquences nocives. Alors, c'est difficile de l'appliquer à l'alimentation. Pourquoi? Parce que le caractère nocif du gras, du sucre, c'est surtout lié à la façon dont on le consomme, la quantité également que l'on consomme, si on est dans un excès de consommation. Et de plus, les compulsions, il peut y avoir des comportements compulsifs là, envers le sucre ou envers le gras, mais quelquefois, si ça vient être compensé par une restriction alimentaire à la suite, eh bien, on n'est pas dans ce phénomène on ne peut pas définir ça comme une addiction. Alors, quel outil diagnostique? Je vous le disais, il n'y en a pas encore qui sont recensés dans le DSM. Parce que, évidemment, quand on vient vouloir poser un diagnostic de trouble mental, il nous faut des outils. Il n'est pas question de juste en échangeant avec le patient que le psychiatre considère que, ok, c'est une dépression, ok, c'est un TDAH, ok, là, c'est un trouble bipolaire, là, c'est de l'anorexie. Il y a tout un tas d'outils diagnostiques qui sont validés. Ça va être des échelles, ça va être des questionnaires, ça va être des interviews guidées. Et tout ça a été validé, référencé, coté, c'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de points pour chaque question, par exemple, donc validé scientifiquement. Et c'est sur cette base d'outils diagnostiques que les médecins peuvent de ce fait poser un diagnostic, et c'est ce qui fait aussi que si vous allez consulter pour un trouble donné aux États-Unis, en Allemagne ou en France, vous allez normalement ressortir avec le même diagnostic parce qu'il y a une unification de ces différents outils. Alors, la Yale Food Addiction Scale, ici YFAS, est une échelle d'addiction à l'alimentation qui a été créée par un groupe de chercheurs qui référence qui pose tout un tas de questions. C'est un auto-questionnaire et c'est le seul outil diagnostique actuellement disponible. Donc évidemment, je ne vais pas vous lire ici l'ensemble des questions, mais ces différentes réponses, là, ces différentes questions-réponses sont regroupées en grandes catégories, et lorsque 2 critères au moins sont remplis, eh bien, le test est considéré comme significatif, et ça doit être des dysfonctionnements au quotidien et causer des souffrances psychiques. Là aussi, ça peut être, pour parler d'addiction, il faut vraiment que certains critères soient remplis, dont le fait que la personne souffre psychiquement de ce comportement qu'elle ne peut pas maîtriser. C'est-à-dire qu'il y a bien une prise en compte, une prise de... il y a une connaissance de la personne, de son trouble, de ses difficultés, de son addiction, et néanmoins, malgré sa volonté, elle n'arrive pas à sortir de ce comportement. Donc déjà, la dépendance alimentaire ne se confond pas avec les TCA, c'est 2 choses différentes, ça c'est bien établi. Mais, il y a une prévalence de l'addiction alimentaire dans tout ce qui est boulimie nerveuse, vous voyez, entre 90 à 100%. Ça veut dire quoi la prévalence? Ça veut dire qu'il va y avoir chez les personnes qui souffrent de boulimie nerveuse, 80% qui vont être également présenter des signes d'addiction à l'alimentation. Pour l'hyperphagie, c'est 26 à 77% selon les études, et 50% des anorexiques vont avoir là aussi un certain nombre de comportements qui répondent à cette addiction alimentaire.
Donc en fait, c'est plus maintenant vers le comportement que se tournent les recherches sur cette addiction alimentaire, plutôt que sur l'effet direct d'une substance. Et il faut quand même avoir en tête que ça permet de venir mettre un petit peu en exergue comment est pris en charge actuellement l'obésité, et ça peut venir donner un certain nombre d'outils supplémentaires pour prendre en charge différemment et repenser le traitement de l'obésité. Alors l'addiction, quand on est face à une addiction à substance, souvent ce qu'on essaye d'atteindre, c'est l'abstinence. Là, compliqué. On ne va pas se mettre à ne plus manger, même si c'est du sucre ou du gras, c'est pas possible. Nous avons un besoin vital de pouvoir nous alimenter et fournir à notre organisme donc du sucre et du gras et tous les autres types de nutriments. Donc ça doit être pris en charge là aussi différemment. Alors pour les TCA dont je vous parlais tout à l'heure et que j'ai commencé à vous lister, la première de ces TCA là, dont je vais vous parler, c'est l'anorexie mentale. Alors l'anorexie mentale, elle va pouvoir donc se manifester selon deux types. Soit un type restrictif, c'est-à-dire que la personne, pendant l'épisode actuel de cette anorexie, eh bien, va de manière régulière présenter des crises de boulimie, mais qui seront toujours associées à des comportements, donc ensuite de prise de laxatifs ou de séances de sport importantes, de prise de diurétiques, voire de lavement. Et puis, ah pardon, je vous ai décrit excusez-moi, j'ai inversé les deux types. Donc, ce que je viens de vous dire là, c'est les crises de boulimie avec vomissement ou prise de purgatif. Et par contre, le type restrictif, c'est je ne mange pas, je ne m'alimente pas, je prends un minimum d'apport calorique lors des repas. Alors lorsqu'on est dans une anorexie classique de type restrictif, eh bien souvent donc on voit limitation des apports alimentaires, sport à outrance. Ça peut être grave parce que c'est souvent des jeunes filles qui sont touchées beaucoup plus souvent que les garçons. Même si on trouve aussi de l'anorexie chez les garçons. Je parle de jeunes filles et de garçons parce que c'est souvent à l'adolescence que ça va venir émerger. C'est plus compliqué de le déceler chez les garçons, mais ça existe. Environ 5 à 10% des anorexiques sont de sexe masculin. Et en fait, il va y avoir donc souvent un pronostic favorable pour sortir de ce trouble lorsqu'il est décelé suffisamment tôt. Et ça va être quelque chose aussi d'important parce que on sait qu'à l'adolescence, nos jeunes, ils sont souvent soit avec des vies déjà beaucoup moins régulières, beaucoup moins à être dans le schéma justement familial des prises de repas, avec aussi une image du corps qui est en train de changer, qu'il faut savoir s'approprier, donc être dans certains comportements un petit peu différents que ceux qu'ils pouvaient avoir dans l'enfance est tout à fait classique et tout à fait normal. Mais certaines fois, ça vient déraper et dans ce cas, il est important de rester attentif parce que plus ce trouble de l'anorexie mentale est détecté tôt, ça veut dire pris en charge tôt, et plus le pronostic est favorable. Pour l'anorexie, avec les crises de boulimie et les comportements de purge, donc je vous disais, soit des coupes-faim, soit des diurétiques, des laxatifs, souvent c'est associé à d'autres types de troubles, en particulier à des humeurs dépressives. Et ça va être aussi des jeunes qui vont plus avoir tendance à aller vers des comportements addictifs,
voire ensuite aussi à des comportements d'automutilation, de colère, d'irritabilité. Et là, on est dans tout un tas de processus qui vont rendre la prise en charge et la sortie un petit peu de ce trouble un petit peu plus complexe. Alors le traitement de l'anorexie peut se faire en ville, mais il peut se faire aussi à l'hôpital. Et je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous montrer une vidéo, là c'était l'hôpital de Nantes qui a fait un reportage donc, sur France 2 que vous pouvez trouver en ligne, et qui vous explique vraiment la multidisciplinarité qui est nécessaire pour prendre en charge ces patientes. Parce que, je vous disais, pardon, donc troubles, ça fait partie des troubles mentaux, on est vraiment dans des processus de comportement qui sont altérés, qui sont un petit peu à remettre en phase avec la nécessité pour que la personne se nourrisse correctement. Mais il va y avoir diététicienne, il va y avoir gastro-entérologue, il va y avoir psychologue, des ateliers aussi par exemple de danse, de poterie, enfin plein de choses, parce que la personne a vraiment besoin d'être reprise en charge, enfin prise en charge et aussi remise dans un environnement différent, qui fait que vraiment ces hospitalisations dans les cas voilà, qu'il nécessite sont bénéfiques de par la capacité qu'elles ont de venir couvrir un large champ des domaines qui viennent inférer cette pathologie. Alors, quand ça se chronicise, c'est-à-dire que cette anorexie dure dans le temps, eh bien, l'organisme va s'adapter. Et ça va modifier énormément les systèmes que je vous ai décrits précédemment. C'est-à-dire, ne serait-ce que les systèmes physiologiques, vous vous souvenez de cette régulation homéostasique, eh bien, ça va être modifié. Le métabolisme, l'humeur, ces circuits de la récompense, là aussi, que vous avez vu dans cette petite vidéo. Et il va y avoir donc un certain nombre de changements qui vont s'installer et dans le corps et dans le cerveau. Alors souvent, la patiente ou le patient va se réjouir en fait de sa maigreur. Ça va être un sentiment de satisfaction associé à sa maigreur, à son IMC très bas. Et puis aussi le fait de pouvoir contrôler, avoir le contrôle sur son corps. Je vous disais, à l'adolescence, il y a tout qui bouge là, les seins qui poussent, quelquefois les hanches qui s'arrondissent, etc. Et dans la tête encore le mental d'un enfant. Et pour ces personnes qui sont en restriction alimentaire très forte, eh bien ça vient couper un petit peu ça va venir couper la croissance, ça va venir diminuer donc l'épanouissement corporel et rester plus dans une morphologie enfantine, et il y a une satisfaction de pouvoir de cette façon-là agir et contrôler son corps. Alors il y a des comorbidités associées chez 40% des patients, où on va pouvoir trouver, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure pour les addictions, mais on va pouvoir aussi trouver des troubles obsessionnels, des troubles de la personnalité, de l'anxiété, des phobies, et tout ça donc ne font pas partie des TCA à proprement parler, mais sont très souvent retrouvés dans le profil des personnes qui souffrent de cette maladie. Alors, la durée moyenne d'une crise, d'une phase anorexique, c'est entre 1 an et demi et 3 ans. Après 5 ans d'évolution, souvent 2/3 des cas guérissent. Quand, par contre, cette anorexie dure plus de 5 ans, alors on est vraiment dans une chronicité de la pathologie, et c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir sortir la personne de ce trouble. Donc, d'où
l'importance de vraiment prendre en charge très tôt, identifier, certes, mais également prendre en charge. Et quelquefois, ce n'est pas les parents qui sont les mieux placés pour identifier ou pour faire prendre conscience à la personne. Et également ensuite d'accompagner, bien sûr, parce qu'il n'est pas question de disputer, par exemple, sa fille qui ne veut pas manger pour pas grossir ou ceci, quand on est dans un comportement là, qui dérive un petit peu comme je l'ai décrit précédemment, c'est de l'accompagner parce que ces maladies sont des troubles mentaux et ne sont pas une façon de venir se rebeller contre l'autorité ou de venir ne faire qu'à sa tête. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important d'avoir à l'esprit. Alors, à l'inverse, je dirais, pas complètement, même peu, c'est pas vraiment l'inverse, au contraire, il y a beaucoup de points communs entre ces pathologies, mais on trouve donc la boulimie, on va trouver quelquefois appelée boulimie nerveuse, la boulimie hyperphagique ou obésité hyperphagique. Alors ça a été défini en 1994 et ce n'est rentré dans le DSM donc que depuis 2012. Cette hyperphagie boulimique qu'on appelle aussi le binge eating disorders, donc BED. Donc ça va être une prise alimentaire importante, c'est-à-dire avec vraiment beaucoup plus que les repas habituels et dans une période de temps limitée, c'est-à-dire que la personne va venir manger dans une période très courte et une perte de contrôle pendant la crise, c'est-à-dire une incapacité à venir freiner cette consommation et souvent, ça s'arrête que quand il n'y en a plus. Et avec donc une culpabilité qui est assez régulièrement là, même si ce n'est pas systématique. Alors ces épisodes répétés de crise de boulimie, on parle d'hyperphagie boulimique quand il n'y a pas de comportement compensatoire. Et on va pouvoir diagnostiquer cette maladie que quand elle dure au moins 3 mois. Et ça, vous allez le retrouver pour toutes les pathologies mentales. Il n'est pas question de venir diagnostiquer un trouble mental s'il n'est pas installé depuis. Donc là, ici, pour la boulimie, il faut que ça soit au moins depuis 3 mois. Pour la dépression, c'est pareil, etc. Il y a quelquefois des événements de la vie qui font qu'une personne va se mettre à avoir un comportement différent, des manifestations diverses et variées qui vont pouvoir se résoudre d'eux-mêmes une fois la crise passée. Donc la pathologie n'est avérée, en tout cas ne peut être diagnostiquée que quand il y a ce comportement qui dure au moins depuis 3 mois. Et puis la boulimie au sens strict, donc boulimie nerveuse, là c'est une pathologie où certes il y a des crises donc de prise d'aliments comme ça en très grande quantité, de façon excessive, dans un court laps de temps et qui arrive fréquemment, en tout cas plus que 3 fois par jour, enfin, en dehors des repas aussi. Mais en même temps, il va y avoir des comportements compensatoires qui vont être mis en place, c'est-à-dire une stratégie de contrôle du poids en venant prendre des laxatifs, se faire vomir, faire du sport à forte dose. Et souvent, dans ces cas-là, l'IMC de la personne va être dans la norme. C'est-à-dire que les personnes qui souffrent de boulimie vont pouvoir avoir une morphologie tout à fait classique et ne pas souffrir de surpoids, voire d'obésité. Alors, je vous disais qu'il y a un certain nombre de critères qui doivent être remplis pour pouvoir définir cette pathologie. Et en fait, selon le nombre de critères remplis, il va y avoir une sévérité du trouble qui va pouvoir donc être estimée. Et cette sévérité du trouble, pour tout ce qui est boulimie ou hyperphagie boulimique, ça va être la fréquence des épisodes. Quand il y a 1 à 3 épisodes par semaine, c'est un trouble léger. Quand c'est pratiquement un épisode par jour, on est dans un trouble modéré.
Quand par contre on est ensuite en présence de 8 à 13 épisodes par semaine, là le trouble devient sévère et plus de 14 épisodes ou plus, donc 14 épisodes ou plus par semaine, eh bien là on est dans un trouble extrêmement sévère. Alors à ne pas confondre avec le grignotage que souvent on s'octroie ou sur lequel là aussi on peut avoir plus ou moins, selon les personnes, cette habitude de venir grignoter tout au long de la journée. Eh bien, ce n'est pas considéré comme de l'hyperphagie boulimique, même si quelquefois ça vient engendrer un petit peu des rondeurs ou du surpoids. Alors, qui sont les populations à risque d'hyperphagie boulimique? Eh bien, lorsque l'on est avec un faible taux de cholestérol HDL, vous savez, le HDL, c'est ce qu'on appelle le bon cholestérol. Eh bien, lorsqu'il est trop bas, par exemple, lorsque l'on a des triglycérides trop élevés, lorsque l'on souffre d'une résistance à l'insuline, donc que l'on souffre de diabète ou que l'on souffre d'hypertension, eh bien, ça va venir entraîner des dérégulations métaboliques qui vont pouvoir venir entraîner cette dérégulation de ces circuits d'homéostasie qui permettent de réguler la prise alimentaire entre l'appétit et la satiété. Donc l'ensemble de ces pathologies, là, ça constitue le syndrome métabolique, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, et c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, parce que là aussi, quand on est avec un comportement comme ça de boulimie hyperphagique, eh bien, ça va venir jouer sur le cholestérol, ça va venir jouer sur les triglycérides, ça va entraîner un surpoids, etc. Alors comment on prend en charge ces pathologies? Donc vous voyez qu'il y a différentes sources ici. La HAS, c'est la Haute Autorité de Santé. Ça sera toujours une prise en charge triple. Ça va être le biologique, ça va être le psychologique et ça va être également le social. Donc là aussi, une prise en charge pluridisciplinaire. Il peut y avoir donc des aides en prenant en charge la façon de se nourrir, se faisant aider d'une diététicienne. Il y a aussi un certain nombre de médicaments, quelquefois, qui peuvent être prescrits, mais ça ne sera jamais la seule chose à mettre en place. Même si ça paraît, bon ben voilà, c'est un problème alimentaire, on vient essayer de se nourrir différemment, de se faire aider sur comment équilibrer son assiette, et puis donc ça va permettre de réguler les choses. Non, il y a vraiment aussi une psychothérapie très souvent qui est indispensable et par exemple les TCC, c'est-à-dire les thérapies cognitivo-comportementales, marchent assez bien dans ce genre de choses parce qu'on a un focus à faire sur ce trouble du comportement alimentaire. Et puis le social aussi, eh bien, ça peut être des groupes de parole, ça peut être des activités multiples et variées proposées à la personne pour là aussi le sortir de ce cercle un peu infernal. Alors qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Eh bien, vous avez entendu parler de différentes structures dans la petite vidéo de tout à l'heure. Et je vous ai parlé par exemple du cortex préfrontal, celui de la décision, celui qui réfléchit. Vous avez aussi donc ici qui fait partie des ganglions de la base, eh bien il va y avoir l'hypothalamus dont je vous ai parlé aussi qui va réguler ces sensations soit de faim soit de satiété, et puis également donc le circuit de la récompense et l'amygdale qui est vraiment le centre des émotions au niveau cérébral. Donc cette hyperphagie, là, d'un point de vue très physiologique, via l'hypothalamus, ce circuit de la récompense avec le côté émotionnel de l'alimentation, là aussi, va être touché. Et puis ce cerveau qui réfléchit,
cette cognition-là, eh bien, c'est au niveau de ce cortex préfrontal, donc qui est situé là, juste derrière le front, qu'il va y avoir une zone qu'on appelle la zone de l'inhibition. Cette zone de l'inhibition, ben, c'était un petit peu ce que je vous définissais tout à l'heure en disant « ouais, j'ai envie de manger ça, mais je ne vais pas faire ce comportement parce que je connais les conséquences. » Eh bien, cette inhibition, elle est cette zone de l'inhibition, la connectivité avec cette zone, les circuits circuits neuronaux sont un petit peu défaillants et donc c'est plutôt l'impulsivité qui va venir prendre le dessus. Donc, quand on ingère de la nourriture, si on fait, donc je vous ai parlé du cerveau, je vous ai parlé aussi ici de certaines hormones périphériques, la leptine, l'insuline, la gréline, pour justement atteindre la satiété. Je vous parlais tout à l'heure donc de l'insuline et de la leptine qui vont être en fait des hormones qui vont être régulées plutôt sur le long terme, c'est-à-dire qu'elles vont aussi, leur niveau va varier en fonction des réserves de graisse de l'organisme, donc de l'adiposité en fait de l'organisme. Le glucose sanguin, il envoie aussi des signaux au cerveau, là ça va être des messages rapides, immédiats. La gréline c'est pareil en fonction donc de ce qui se trouve dans l'estomac, et donc ça c'est des signaux de satiété à court terme. Donc tout ça va venir ici s'intégrer, être intégré, venir afférer sur les zones cérébrales qui vont engendrer donc tout ça mis ensemble, ça va activer les circuits donc de la satiété, et donc la récompense que nous avions ressentie, reward ici ces récompenses, eh bien va venir être éteinte un peu par cette satiété. Donc on a comme ça et des signaux cérébraux et des signaux périphériques qui viennent converger pour permettre que ce système fonctionne bien. Et dans tout ça, on a aussi une communication donc intestin-cerveau qui va être particulièrement importante, puisque eh bien, l'insuline dont je vous parlais tout à l'heure, pour qu'elle puisse agir, il faut toujours qu'il y ait des récepteurs à ces molécules. Je ne sais pas si tout le monde a ce concept bien en tête, ça a été dit tout à l'heure donc dans la vidéo, mais pour qu'une molécule chimique de signalisation puisse faire quelque chose, il faut qu'elle ait un récepteur et qu'elle vienne rencontrer ce récepteur. Eh bien, pour l'insuline, par exemple, eh bien, on va trouver des récepteurs à l'insuline au niveau ici du cortex orbitofrontal, au niveau de l'hypothalamus. L'hypothalamus, je vous l'ai déjà dit, c'est lui qui régule les phénomènes de faim et de satiété. Ce cortex ici, orbitofrontal, eh bien, c'est lui qui gère et la récompense et les prises de décision émotionnelles. Pour ce qui est de la leptine, c'est ici un certain nombre de structures cérébrales qui vont comporter des récepteurs à la leptine. Je ne vais pas vous les citer toutes, mais c'est des structures cérébrales qui font partie des circuits de la prise de décision émotionnelle, du circuit de la récompense et des entrées sensorielles. Au niveau du striatum, qui lui est vraiment le cœur du circuit de la récompense, de la même façon, on a ces récepteurs qui peuvent être activés. Et puis la gréline, eh bien, je vous disais qu'elle agissait sur l'hypothalamus, là, pour engendrer ce phénomène d'ouverture de la faim. Eh bien, elle agit aussi sur l'amygdale dont je vous parlais tout à l'heure, l'insula, le cortex préfrontal, et ça va venir gérer tout ce qui est émotion et motivation. Donc, il va y avoir vraiment ces signaux périphériques hormonaux là, où on a bien compris que certes, ça vient impacter le cerveau via l'hypothalamus pour que tout ça soit régulé, mais ça va bien au-delà parce que ça vient vraiment imprégner des structures cérébrales multiples, complexes,
impliqués vraiment dans les comportements, donc que ce soit dans les comportements de prise de décision, de ressenti de la récompense, de gratification, des émotions, de la motivation. Donc il y a vraiment ces hormones qui viennent à elles seules perturber donc ces différents comportements. Donc en fait, vous avez ici tout ce que je vous ai cité localisé au niveau du cerveau. 3 circuits vont être impliqués dans ce binge eating disorders. Ça va être la régulation de la balance énergétique, ça va être le système de la récompense et ça va être le contrôle inhibiteur. Donc c'est vraiment là-dessus que s'il y a un message à retenir, les 3 circuits qui vont vraiment impliquer ensuite tous ces dérèglements, eh bien c'est cela. Alors, pour terminer, j'aurais voulu attirer votre attention sur 2 choses, la grossophobie et la dysmorphophobie. Alors, la grossophobie, vous pourrez trouver des reportages là dont je vous ai mis les références. C'est justement cette minorité de personnes qui souffrent d'obésité, de surpoids important, qui est bafouée, qui est oubliée et qui en fait sont discriminées, qui souvent ne sont pas du tout considérées, et elles témoignent. Donc Daria Marx par exemple a fait un reportage qui était un reportage infrarouge, qui est une série documentaire donc à visée informative mais aussi pédagogique, qui s'appelle Daria Marx, ma vie en gros, et également disponible sur YouTube. C'est une télévision suisse qui a produit ce reportage, Dans la tête d'un gros, et je n'ai pas ici le temps de vous passer les petites vidéos, mais pour vous résumer quelque chose d'un peu notable, c'est qu'il y a une stigmatisation qui est vraiment effectuée, enfin qui est visible envers ces personnes, qui est observée aussi chez les soignants. D'ailleurs, dans ce reportage, c'est assez bien montré. Et il y a toute une pédagogie, justement. Il n'est pas question non plus de venir accuser ou venir montrer du doigt qui que ce soit, mais en tout cas prendre conscience, déjà, c'est pouvoir bouger ses comportements. Et une expérience là ici qui était illustrée dans le reportage montre que cette stigmatisation induit des diminutions de performance. Donc de performance, là je vais vous expliquer un petit peu la manip dont il s'agissait, mais aussi des performances cognitives. C'est-à-dire que il y avait 2 groupes de personnes qui étaient séparées, donc en surpoids et en obésité pour la majorité, qui étaient séparés en 2 groupes. Le groupe A, qui était le groupe non stigmatisé, et le groupe B, le groupe stigmatisé. Et l'exercice qu'elles avaient à effectuer, c'était de tenir sur cette petite planche en équilibre. Vous voyez, il y a 2 petits bouts de bois là qui permettent de retenir ce balancier, mais l'idée c'était de rester en équilibre le plus longtemps possible, et on venait mesurer le temps déjà qu'il avait fallu à la personne pour trouver l'équilibre, et ensuite combien de temps elle arrivait à rester en équilibre. Dans le premier groupe, on expliquait l'exercice tel que je viens de le faire, et dans le deuxième groupe, il était dit, très souvent, les personnes comme vous qui sont en surpoids ont du mal à trouver l'équilibre, et souvent c'est un petit peu compliqué, mais allez-y, essayez, vous allez peut-être y arriver. Eh bien, figurez-vous que ça diminue largement l'incapacité qu'ont les personnes à faire cet exercice. Un certain nombre d'entre vous dit, bah ouais, on peut se dire, ça pourrait aussi donner, tiens, tu vas voir ce que je peux faire, tu es en train de... Eh bien non. Et ça va être des stigmatisations qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres types, des stigmatisations par exemple, dans les stéréotypes hommes-femmes, on fait le même exercice avec comme ça un focus sur, les filles réussissent moins bien que les garçons, bang.
les performances diminuent. Donc là, il y a aussi cet aspect-là qui doit être pris en compte. Et la dysmorphophobie, pour finir, eh bien la dysmorphophobie, ça va être quelque chose qui est systématiquement retrouvé, que ça soit dans l'anorexie comme dans la boulimie compulsive, l'hyperphagie boulimique. C'est le fait que la personne ne se voit absolument pas telle qu'elle est. Elle a une image de son corps qui est déformée. Et très souvent, donc, les anorexiques se considèrent toujours trop grosses, en surpoids, alors qu'elles n'ont plus que la peau sur les os. Et pour ce qui est des personnes qui souffrent d'hyperphagie boulimique, eh bien, là aussi, souvent, c'est une image du corps encore plus déformée que ce qu'elles sont en réalité. Et il y a et c'est vachement important, cette dysmorphophobie, ça occupe beaucoup les psychiatres parce que c'est pas anecdotique, c'est-à-dire de jouer là-dessus et de faire reprendre conscience à la personne de ce qu'est son corps, eh bien, peut vraiment, est un levier pour permettre ensuite de sortir de la maladie. Donc il y a différentes façons de prendre ça en charge, c'est-à-dire de faire réaliser à la patiente son erreur par rapport à l'image qu'elle a de son corps. Et l'une d'entre elles, eh bien, c'est ce qu'on appelle la réalité virtuelle. Ici, c'est donc thérapie par exposition à la réalité virtuelle. Et je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, donc c'est des choses qui permettent qui sont un outil supplémentaire pour les médecins. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, nous avons à Marseille un psychiatre qui réalise comme ça de la thérapie par exposition à la réalité virtuelle, qui est Eric Malbos, que peut-être certains d'entre vous connaissent et que vous pouvez trouver, dont vous pouvez trouver un certain nombre de ressources sur Internet. Voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention et puis nous avons quelques minutes pour les questions. Oui, monsieur.